Pour ce webinaire technique, le 14e organisé par, façadebois.com. Et aujourd'hui donc nous avons la chance, d'avoir Equitone, pour nous présenter les panneaux de façade fibre ciment, sur la construction Saturbois et également donc l'agence Archipante qui nous présentera une opération, donc un retour d'expérience. Alors, ces rendez-vous, en fait, sont des rencontres, techniques pour faire le point et vous apporter des solutions, de façade, notamment avec le bois, mais pas que, puisqu'on va voir en effet qu'on peut absolument personnaliser son architecture avec d'autres matériaux et aujourd'hui, donc, ça sera vraiment la mise au point sur les panneaux de façade fibre-ciment et Kitoon. Donc nous avons 2 intervenants. Édouard Mollard. Bonjour Édouard, donc qui est architecte bonjour, je ne sais pas si tu as ton micro d'ouvert, non? Mais tu auras Bonjour. l'occasion de te présenter, voilà. Qui est architecte gérant, concepteur européen bâtiment passif, donc avec une très grande expérience sur la construction bois. Architecte gérant de l'agence Archipante. Et puis en deuxième intervention, nous aurons Jean-Luc Queneau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Qui est responsable service assistance aux professionnels, chez Equitone et qui nous présentera donc en deuxième partie, toutes les caractéristiques des panneaux fibre-ciment. Alors moi-même donc je vais me présenter, Estelle Billiotte, consultante bois et fondatrice de Façade Bois. Façadebois.com, alors peut-être que vous êtes déjà connectés à nos précédents webinaires. C'est un écosystème en effet pour vous permettre de concevoir vos parois en bois. Déjà d'une part à travers une plateforme, donc qui est un site internet, où un ensemble de marques présentent leurs produits. Alors tous les produits sont classés par famille. Vous allez pouvoir retrouver différents composants qui vont justement s'insérer dans une paroi en bois. On va partir du bardage bois, des bardages ventilés, des parements, également avec d'autres matériaux. Tous les composants, qui s'inscrivent dans l'enveloppe, donc, ça peut être aussi également donc les isolants, les membranes d'étanchéité. Donc ça, c'est la grande famille des produits. Également, donc vous avez une partie médiathèque qui est une vraie veille réglementaire. Donc vous allez pouvoir retrouver des documents de référence, notamment sur des sujets, d'actualité, par exemple la sécurité incendie, la propagation du feu par les façades, l'aspect thermique, acoustique, mais également quand on va parler du bois en extérieur, la durabilité du bois et cetera. Donc ça, c'est la partie médiathèque et puis la partie actualité où on va faire en effet des flashs, sur des actualités filière forêt-bois ou bien les actualités de façadebois.com. Alors comme c'est un écosystème, également, on va rencontrer, les professionnels. Donc on va organiser des rendez-vous pro à travers notamment les webinaires techniques et puis également donc la présence sur des salons. Donc mes partenaires industriels sont bien présents en effet pour vous rencontrer physiquement et le prochain en date sera le Forum Bois Construction. On aura un stand façadebois.com avec 4 partenaires industriels dont Equitone. Donc ça sera un événement, du 26 au 28 février à Paris au Grand Palais. Et le dernier point, c'est, l'accompagnement de projets qu'on peut faire en direct avec du conseil et de l'AMO, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre, sur des différentes typologies de bâtiments, que ce soit du neuf ou de la réhabilitation. Voilà un petit peu pour, la présentation de l'écosystème façadebois.com. Revenons aujourd'hui donc au sujet qui nous intéresse, qui est vraiment en effet la mise au point des systèmes de panneaux fibre ciment sur la construction Saturbois. Donc on a la chance d'avoir Édouard Mollard qui va nous présenter un collège, Samuel Paty à Valenton, qui est un collège exemplaire puisque tout en structure bois, avec conçu pour recevoir 750 élèves. Également donc, en conception crème avec, l'assemblier, je dirais mètre cube et différentes entreprises. Et puis également donc nous fera un focus sur les complexes de parois, avec l'ossature et les panneaux fibre-ciment et Kitones. Alors je rappelle qu'à chaque présentation, pendant l'intervention d'Édouard Mollard, vous allez pouvoir poser vos questions à travers le petit onglet Q et R qui se trouve en haut. Et donc ces questions, je vais les reposer à la fin de chaque intervention.
Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à les écrire. Moi-même, je les reposerai à nos intervenants. Et en deuxième partie, nous aurons la présentation des panneaux fibrociment Equitone par Jean-Luc Quénaud. Donc, en mettant en avant les caractéristiques du fibrociment, les différents types de poses d'ossature sur les ossatures porteuses, faisant un point également sur la réglementation en vigueur sur COB, construction ossature bois et CLT. Et puis tout en mettant en avant évidemment la gamme de panneaux Equitone. Donc également, pendant l'intervention de Jean-Luc Quénaud, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez surtout pas, je les reposerai à la fin de son intervention. Donc sans tarder, nous allons passer à la première présentation et l'intervention d'Édouard Mollard. Donc je vais lui laisser la main et on va faire un petit passage d'écran. Donc je vais arrêter ma présentation et je laisse la main à Édouard Mollard. Bonjour, du coup, je suis Édouard Mollard, donc je représente l'agence Archipante, qui est une petite agence d'architecture originaire de Rhône-Alpes, qui se développe maintenant aussi sur l'Île-de-France. On a choisi la voie de l'éco-conception il y a une cinquantaine d'années et on s'est donné comme objectif de rechercher le zéro émission carbone sur nos bâtiments. Alors, pour cela, on s'est interrogé à quel moment un bâtiment impacte l'environnement, hein. Donc, le bâtiment, ça pollue finalement lors de sa réalisation, de son exploitation et de sa déconstruction. Ce sont trois thématiques qu'on a choisi d'adresser et auxquelles on cherche à apporter une réponse. Donc, lors de sa réalisation, donc on est spécialisé en bâtiments biosourcés, avec des origines locales autant que possible, naturelles, renouvelables, avec des chantiers préfabriqués en atelier, plus rapides avec moins de déchets. En exploitation, on livre des bâtiments hyper isolés qui ne consomment presque rien. Du coup, c'est très simple de le transformer en petite centrale photovoltaïque, en petite centrale électrique avec un peu de photovoltaïque en toiture. Et déconstruction, c'est travailler à la fois anticiper la déconstruction de nos bâtiments et travailler avec le réemploi. Donc, une de nos premières réalisations dans les années 80, hein, c'était notamment cette maison qui est la maison H2E 85, qui est une réponse à un concours lancé par EDF, premier concours sur l'habitat économe en énergie. La demande était de concevoir un bâtiment qui consomme peu d'énergie, un bâtiment de logement. Concours qui a été remporté, qu'on a été condamné à construire pour vérifier si ce qu'on annonçait était conforme à la réalité. Donc, c'est un bâtiment qui a été livré en 82, qui consomme 33 kWh au mètre carré par an. Donc, on était déjà bien meilleur que la RT 2012, hein, donc 30 ans d'avance, puisque la RT 2012 impose 50 kWh au mètre carré par an pour le chauffage. Donc ça, c'est des valeurs qui ont été validées par 2 années de mesures par le CT à l'île d'Abo. En 94, on livre le lycée de Rumilly, 10 000 m² de chaume, 1400 m3 de bois, c'était le plus grand bâtiment en bois en France à l'époque. Et depuis, on a à peu près toujours un bâtiment d'enseignement en conception ou en réalisation. On fait des bâtiments en bois et des bâtiments bioclimatiques pendant très longtemps sans qu'on nous le demande. Donc, les maîtrises d'ouvrage se rendent compte que leurs bâtiments sont en bois au pire pendant le chantier, et ils se rendent compte qu'ils ont des bâtiments qui sont économes en énergie. Généralement, après 2 années d'exploitation, ils viennent nous voir, ils nous demandent comment ça se fait que notre collège consomme X fois moins que tous les autres qu'on a. Donc ça, c'était vraiment notre marque de fabrique, jusqu'en 2017, où pour la première fois, on voit des marchés avec des vraies demandes sur les performances environnementales et énergétiques plutôt, du bâtiment. Donc, c'est le Val-de-Marne qui se lance dans son premier appel d'offres sous la forme d'un marché de conception, réalisation, exploitation, maintenance. Donc, c'est les marchés globaux de performance. Donc, c'est des procédures qui sont dérogatoires à la loi MOP qui visent à regrouper dans une même équipe une entreprise qui est mandataire, l'équipe de conception et un exploitant mainteneur. L'objectif est réellement de concevoir un produit qui soit un produit fini via une procédure négociée par la maîtrise d'ouvrage, avec un engagement sur les consommations énergétiques du bâtiment. Ça, sur un certain nombre d'années. Sur le projet de Valenton, c'était 2 ans
qui étaient finalement une manière pour le département de nous pousser à régler le bâtiment pour qu'il atteigne les consommations que l'on avait vendues. Donc, le programme est un collège 750, un gymnase, des logements avec une labellisation Passif House et HQE bâtiment durable. On n'avait pas du tout de demande de biosourcés. La parcelle est une parcelle qui a à l'intersection de deux voies très circulées, ici et ici, en interface avec des maisons individuelles et toute la ville le cœur de la ville de Valenton, et exactement dans l'axe des pistes de l'aéroport d'Orly. On a une équipe de conception qui était très soudée, où il y a eu des échanges assez incroyables, avec une surenchère dans la démarche constante. Donc, ça a été vraiment un moment hyper agréable, et ça s'est ressenti dans les jurys et je pense tout au long du chantier. Donc, avec des personnes qui étaient militantes, persuadées de ce qu'elles faisaient et qui voulaient aller toujours plus loin. Donc, tout ça sous l'égide de Maître Cube. Maître Cube, c'est un regroupement de charpentiers qui sont constitués en entreprise tout corps d'État. L'entité parisienne est l'entreprise de charpente MEA, dont les ateliers sont à 800 mètres du site du collège. Et Maître Cube s'est appuyé sur un groupement d'entreprises locales pour le terrassement, le gros œuvre, le béton et tous les lots architecturaux, donc notamment coordonnés par Éco-Construction. Notre première problématique a été de travailler sur l'orientation et l'ensoleillement du bâtiment, puisque l'approche bioclimatique se joue avant le premier coup de crayon. Aujourd'hui, il n'y a aucune technologie qui puisse se substituer au soleil. Donc, nous avons travaillé sur la meilleure orientation du bâtiment pour maximiser et maîtriser les apports solaires passifs, tant sur le bâtiment que le confort visuel, l'ensoleillement des espaces extérieurs que l'on pouvait offrir aux enfants. Donc, on a fait un peu plus d'une quinzaine de plans masse pour vérifier le fonctionnement, et puis à chaque fois, on simulait la consommation du bâtiment. Donc, notre proposition offre une façade principale orientée presque au sud, un gymnase sur un mail qui allait être réalisé concomitamment par la ville de Valenton, l'enseignement donc avec sa grande façade au sud, et les logements en interface avec ces petites maisons qui étaient déjà présentes et au plus près du reste de la ville de Valenton. On a deux entrées distinctes, hein, l'entrée des élèves qui se fait sur le mail, de manière à ce que le gymnase fonctionne de manière totalement indépendante. Enfin, il peut fonctionner soit avec l'enseignement, soit avec les associations en dehors des horaires de cours. Et l'entrée sur la cour de service qui se fait ici, puis le boulevard. Et donc, nous avons fait une accroche avec le CDI qui s'affiche comme ça sur le boulevard. Nous nous sommes interrogés sur les points où placer nos efforts, à quel moment une surenchère technologique ne sert à rien, si ce n'est à complexifier ou à surenchérir une exploitation. Et donc, on a cherché de faire plus performant pour moins cher, avec moins de technique et moins de maintenance. Pour cela, nous avons optimisé le bâtiment pour limiter ses déperditions. Donc, avoir une enveloppe compacte, ça permet à la fois de maîtriser les consommations, mais aussi de limiter le coût de construction. Donc, on a un bâtiment qui est en R+2+ comble, avec un système de poteaux-poutres recouvert d'une façade ossature bois préfabriquée, avec une excellente isolation. Ce système-là nous permet de traiter tous les ponts thermiques, notamment ceux qui sont en limite de dalle, et ainsi de s'assurer de la parfaite enveloppe du bâtiment. Donc, on est sur un rez-de-chaussée en béton avec 2 niveaux plus comble en superstructure bois. Et cette technique nous permet d'optimiser le planning de manière à permettre au charpentier de préfabriquer son lot pendant que se coule le béton. Donc, ça nous permet aussi d'assurer le coupe-feu entre les cuisines et les étages, ou de régler les problématiques de carrelage, notamment dans les salles de sciences, qui sont des problématiques liées au programme. Rapidement, on vient à la superstructure bois avec un système de poteaux-poutres lamellés collés en épicéa sur une trame hyper rigoureuse. Les portiques sont assemblés sur le site, puis montés, et on a un édifice qui est stabilisé par juste les circulations verticales qui sont réalisées en béton, et des croix de Saint-André qui sont basculées
côté couloir. Donc ça, c'est une manière pour nous de dégager totalement la façade sur l'extérieur, de manière à pouvoir l'investir librement aujourd'hui ou demain. Ce système-là nous permet de libérer de grands tunnels sans mur de refend. On a exclusivement des cloisons isophoniques qui permettent d'évoluer en fonction de l'évolution des programmes pédagogiques. Et par-dessus cette superstructure, on a notre façade ossature bois qui est composée donc depuis l'extérieur vers l'intérieur d'un panneau fibrociment, de la lame d'air, de 2 épaisseurs d'isolant, du panneau contreventant, du pare-pluie, du pare-vapeur. Oui, j'ai oublié le pare-pluie juste derrière le fibrociment, bien sûr. Et donc tout ça, c'est au lot charpente et un demi-style côté intérieur de manière à permettre la parfaite finition et le passage de tout ce qui est électricité en dehors de notre façade ossature bois. Donc, ces panneaux arrivent préfabriqués, entièrement préfabriqués depuis les ateliers de MEA. Donc, avec le pare-vapeur intérieur, les menuiseries déjà installées, les menuiseries en triple vitrage bois aluminium et le pare-pluie en extérieur. On a un atelier forain qui a permis de finir la fixation des panneaux équitones et on vient monter ces façades sur notre enveloppe, donc notre enveloppe sur notre structure poteau-poutre. Donc là, on a finalement, c'est le mauvais exemple qu'on a choisi puisqu'on est sur 2 trames qui sont montées d'un coup, alors qu'on voit, donc ça, on est sur la trame de finition qui fait l'angle, alors que toutes les autres sont en 4 trames. Donc on monte presque 8 mètres, hein, puisqu'on réalise l'acrotère d'un coup, sur 5 mètres presque de largeur. Sur le gymnase, on a des portées un peu plus importantes qui nous imposent un travail, qui nous ont permis de faire un travail de charpente un peu plus, un peu plus intéressant. Donc, on a des poutres lamellées collées qui ont été limitées au maximum avec une sous-tension en métal, de manière à permettre d'avoir une structure beaucoup plus légère visuellement. On a commencé le chantier fin février, début mars 2020. 3 semaines après, on était confinés. Ça, c'est la photo lorsqu'on a livré le collège à la rentrée 2021 pour permettre l'ouverture en temps et en heure. Donc, ça a été un vrai challenge d'arriver à tenir ces délais. Les enfants sont rentrés du coup dans le collège et on a terminé le gymnase avec 6 mois de retard parce qu'on était simplement en attente de notre toiture. Quelques images du bâtiment une fois réalisé. Donc, on a cette résille métallique perforée qui est l'élément d'accroche qui affiche le CDI à la fois sur la cour et sur le boulevard. Les panneaux équitones sur toutes les façades. Donc, pourquoi on a choisi des panneaux équitones? Parce que ce sont des panneaux qui n'ont pas de contraintes d'entretien. On a cette finition minérale qui permet de ne pas subir les assauts des intempéries et qui permettent de préserver l'image d'un bâtiment public. On a une teinte sombre en partie sur le socle avec les niveaux supérieurs qui sont traités en clair pour bénéficier de l'effet albédo et ne pas emmagasiner de chaleur. Donc, on a une structuration du matériau équitone Tectiva. Donc, ça, c'est le modèle Tectiva qui permet un super rendu avec des lumières tangentes, alors que le Natura, qui est en rez-de-chaussée, a une finition anti-graffiti et est Q4. Donc, ça, c'est la résistance mécanique. Et ça te permet de répondre à toutes les problématiques qu'on avait sur l'entretien des rez-de-chaussée. Donc, c'est un panneau, comme je l'ai montré, qui fonctionne très bien avec la préfabrication. Et on a un petit jeu avec l'équipe d'Equitone qui est de travailler sur la limitation des chutes. Donc, à chaque projet qu'on fait en Equitone, il faut qu'on ait moins de chutes que le projet précédent. Donc, les enfants arrivent depuis le mail qui est réalisé par la ville ici. Ils posent leur vélo, ils passent sous le bâtiment. On a un petit parcours architectural avec le 1% artistique et un puits de lumière. On arrive dans la cour, une cour qui est largement orientée plein sud pour que les enfants aient le soleil même au plus profond de l'hiver. Des fenêtres qui sont avec des brise-soleil orientables sur toutes les orientations. Notre préau vient se dissocier de la façade de manière à permettre à la lumière naturelle de rentrer même dans les salles de vie scolaire.
Les enfants rentrent dans les étages directement par les circulations verticales en béton. On a laissé brut. Et à l'intérieur, dans les couloirs, on a la lumière naturelle qui vient les irriguer, qui vient irriguer naturellement. Dans les salles de classe, on a la structure qui reste apparente, ainsi que les menuiseries en bois aluminium. Donc le jeu sur les brise-soleil orientables qui permettent de moduler la lumière tous azimuts. Le self dans le socle maçonné, le CDI, là on retrouve des ambiances un peu plus bois. Et puis sur le gymnase, on a du coup cette différence de teinte entre la structure qui a pris cette teinte miel, alors que la finition en 3 plis a été lasurée légèrement plus claire. Voilà, quelques images. Donc, ce bâtiment a fait 2 petits frères. Le collège de Magny-les-Hameaux qu'on réalise en MPGP aussi avec Mètre Cube, qui est avec une fob laine de bois et une toiture paille. Et un MPGP à Vissou, un autre collège, qui cette fois-ci est en fob paille. Voilà le schéma de cette fob qui est assez intéressante puisqu'elle va l'utilisation de la base est un pas de plus vers des matériaux encore plus simples à utiliser. Moins simple à utiliser, mais plus simple en termes d'abondance. Donc avec le panneau fibrociment Salam d'air, le Weather Defense côté extérieur, les caissons de paille en 37 cm puisqu'on a une labellisation passive sur les logements, le pare-vapeur, un panneau d'OSB pour faire le contre-ventement, le pare-vapeur et toujours un demi-stick côté intérieur. Voilà, donc c'est aujourd'hui une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut avoir peur de construire en bois? Aujourd'hui, nous, on a fait quelques calculs avec Fibois notamment. On a une forêt française qui a une croissance de 110 millions de mètres cubes chaque année. Donc, elle met 17 minutes à renouveler les 1000 mètres cubes qu'on a prélevés. Puis, dans le sens inverse, on pourrait réaliser 125 000 collèges de la sorte avant de commencer à entamer le stock de la forêt française. Donc, aujourd'hui, construire biosourcé n'est absolument pas une crainte sur les ressources françaises. Je vous remercie. Merci Édouard et merci de le rappeler, en effet. On peut utiliser ce matériau, merveilleux qui est le bois pour construire. Merci pour cette présentation de ces très, très beaux ouvrages, et de ce collège. Alors j'ai une petite question, qui vient d'arriver, donc notamment alors c'était sur le choix de l'isolant. Voilà, quelle est la nature de l'isolant dans la façade? Si Alors, tu avais cette, oui, précision alors à nous apporter. sur le collège de Valenton, on est sur un isolant qui a été varianté en laine de roche. C'était un des choix faits. Vous savez qu'en MPGP, on est en concours, une offre qui est financière, tant sur la conception, la réalisation que l'exploitation maintenance. Et donc là, il fallait qu'on arrive à sortir au prix. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Et du coup, en cours d'études, ça a été un des choix qui a été fait. Donc ça, c'était en 2017. Depuis, du coup, je vous ai montré qu'on savait le faire à la fois en laine de bois ou en paille sur des projets qui sortent eux aussi dans les coûts. À chaque fois, on répond dans les coûts d'objectifs des maîtrises D'accord, OK. d'ouvrage. D'accord, puis il y avait peut-être, en 2017 un sujet sécurité incendie qui rentrait peut-être en compte aussi peut-être ou pas, je ne sais pas. Mais c'était, en effet, avant ce nouveau guide bois-feu qui nous permet aujourd'hui d'avoir des solutions constructives donc on a également une autre question qui arrive, notamment sur, la mise en œuvre des panneaux fibrociment justement, puisqu'en fait, on a vu une photo où on n'a pas ces panneaux, visiblement qui arrivent directement sur la FOB, et comme tu le rappelais, ils ont été posés en place sur le chantier. Pourquoi ne pas avoir fait la pose, en atelier, dans les ateliers de chez Méa? Alors, on avait une double problématique sur ce projet. Donc, les ateliers de MEOS étaient relativement restreints. En tout cas, il fallait qu'ils aient suffisamment de place pour faire un atelier supplémentaire. Donc, ils ont posé seulement les panneaux sur la FOB préfabriquée.
de manière à ce qu'on soit capable de la transporter. Donc ça, c'est l'élément. Donc on travaillait sur 2 trames, un gabarit de 2 trames sur les 8 mètres de haut. Donc l'atelier forain était fait pour venir couturer ces 2 trames et venir les assembler par 4, comme on le voit ici. Donc finalement, l'atelier forain, il permettait de liaisonner les 2 éléments préfabriqués sur site. D'accord. Ah bah, très bien. Merci beaucoup Édouard. S'il y a d'autres questions qui arrivent, on prendra également un petit temps, voilà, pour te les reposer à la suite de l'intervention de Jean-Luc. Mais merci beaucoup et vraiment bravo pour, ce très beau collège. Merci. Nous allons passer donc, à la présentation de Jean-Luc Quénaud, voilà, qui se met en route, qui va nous présenter les panneaux fibre-ciment Equitone, dans leurs caractéristiques, leur mise en œuvre et justement bien adaptés à la construction ossature bois. Allez Jean-Luc, c'est à vous, C'est mais vous parti. avez le mic ah voilà, ça y est, c'est C'est parti. parti. C'est parti. Eh bien, bonjour, bonjour à tous ou rebonjour à ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure, depuis le démarrage. Nicolas Poulot qui est avec moi là, qui représente également la marque Equitone et lui est quant à lui responsable de la partie technique de la marque Equitone qui est à mes côtés dans le cas où vous auriez des questions qui soient très techniques et sur lesquelles je ne sois pas en mesure de vous répondre. Je vous propose l'agenda suivant. On abordera donc la fabrication des panneaux de la gamme Equitone, bien sûr, les différents types d'ossature porteuses pour répondre à la signature architecturale, les essentiels de la mise en œuvre des panneaux Equitone, la réglementation en vigueur sur COB et CLT, et on fera un petit jeu de questions-réponses. J'ai juste oublié une chose, effectivement, c'est de me présenter qui suis-je et qu'est-ce que je fais dans cette société. Donc moi, je suis responsable de la partie service assistance aux professionnels. Alors qu'est-ce que c'est? Nous, on est un service qui est vraiment à destination de ceux qui mettent en œuvre nos produits. C'est-à-dire que nous sommes centre de formation, nous organisons des sessions de formation. Nous faisons aussi de l'assistance au démarrage de chantier. Et puis, on a tout l'accompagnement aussi qui se fait sur le chantier. Et puis, bien sûr, ce que l'on appelle chez nous le diagnostic technique, c'est-à-dire le service après-vente. On a une équipe qui est sur le terrain pour vous accompagner sur toute cette partie-là. Donc moi, je suis en charge de ce service-là, mais à destination véritablement de l'ensemble des professionnels. Voilà, ça c'était le petit préambule que j'avais oublié. J'avais présenté Nicolas, mais j'ai oublié de me présenter. Allons-y, je vous propose de démarrer ici déjà, que l'on cadre un peu le sujet. De quoi parlons-nous lorsque l'on parle du matériau fibre-ciment? Déjà, sa composition, on va parler bien sûr de ciment. Dans ce matériau, c'est la principale composante qui va aller dans certains matériaux pardon, au-delà de 80%. On va avoir ensuite des charges minérales qui sont de 2 ordres, qui vont être carbonate de calcium et silice amorphe. Ça, c'est ce qui va permettre de donner du corps, bien sûr, aux matériaux. Je fais juste un petit parallèle à cela. Si on prend la structure du béton, dans le béton, vous allez avoir du ciment, du gravier et du sable. On a une représentation un peu plus microscopique du béton à travers le fibre-ciment, puisqu'on va retrouver le ciment, bien évidemment, et les 2 charges minérales, carbonate de calcium et silice amorphe. Le carbonate de calcium qui pourrait représenter le sable et la silice amorphe, le gravier, ce qui nous permet d'avoir une structure quasiment similaire au béton. On va ajouter à cela, bien sûr, vous le savez, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, un béton qui n'a pas de structure métallique à l'intérieur, n'a pas de résistance, que ce soit au choc, en compression ou autre. Eh bien, nous, on ne met pas de ferraille à l'intérieur de notre. Il n'y a pas de ferraillage à l'intérieur du matériau fibre-ciment, mais on va mettre des fibres à l'intérieur qui sont de 2 ordres. Alors, je l'ai mis ici, un fibre de cellulose et ou PVA. On verra dans quel cas on met de la cellulose, uniquement de la cellulose, ou dans quel cas on ajoute de la fibre de PVA, polyvinylalcool. En fait, c'est la même fibre que vous avez dans les bétons fibrés. Si vous avez ça en tête, et la fibre de cellulose, la cellulose, c'est des fibres de bois, dérivées du bois. Et puis, bien sûr, tout ça, on amalgame ça avec de l'eau. On reviendra tout à l'heure sur ce processus de fabrication, mais juste avant ça, on va regarder la gamme des panneaux fibre-ciment. On y va. Donc,
et Keaton, en fait, regroupe plusieurs types de panneaux, d'accord? L'ADN, bien sûr, de l'ensemble de ces panneaux, c'est le fibre-ciment, mais chaque panneau est identifiable et reconnaissable puisqu'il a une caractéristique propre, bien sûr, et une esthétique qui lui est particulière. Par contre, euh, toutes, tous les panneaux de la famille Equiton ont un classement au feu A2, S1, D0. Vous savez tous de quoi il s'agit, mais je le rappelle ici, hein, le classement au feu. A2, c'est le A, c'est ce qui représente la combustion du matériau. Donc, on a un matériau qui est similaire au M0. S, c'est le dégagement de fumée, c'est-à-dire est-ce que mon matériau, au contact du feu, il va dégager de la fumée. Donc là, on est S1, il n'y a aucun dégagement de fumée. Et le D0, c'est est-ce que mon matériau, lorsqu'il est soumis aux flammes, du coup, il va faire des petits débris qui vont être enflammés ou des petites flamèches qui vont aller transmettre le feu vers les étages inférieurs. Donc on est D0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun dégagement. Donc ça, c'est une caractéristique quand même de ce matériau, qui est un matériau qui a une très très bonne performance de classement au feu. Édouard en a parlé tout à l'heure, le classement Q4, puisque notamment quand vous faites du bardage à rapporter en paroi verticale, automatiquement vous avez un classement qui est le classement Q, qui est le classement de résistance au choc du matériau. Donc Q4 est la meilleure performance à atteindre au niveau du classement choc, avec un anthrax de 600, c'est-à-dire on verra tout à l'heure sur comment se pose le matériau, c'est-à-dire qu'il y a des anthrax verticaux de 600, et avec un anthrax de 600 et un panneau de la gamme Equiton, vous atteignez la meilleure performance au classement Q4, qui est un classement tout à fait adapté, par exemple, pour une cour d'école. Et puis, en relation avec le classement au feu, on a une masse combustible très faible de ce matériau, ce qui permet notamment quand on fait de la façade ventilée ou du bardage rapporté en extérieur, de ramener une masse combustible très faible, du coup, et d'apporter une performance, une meilleure performance, en tout cas, à la paroi globale, ce qui nous évite parfois des désagréments. On y reviendra aussi tout à l'heure. Nos panneaux sont également certifiés Cradle to Cradle niveau bronze. Je rappelle juste, alors je prends mes petites notes parce que je n'ai pas ça en tête, mais que la certification Cradle to Cradle prend en compte 5 critères: la non-toxicité, la circularité, l'énergie renouvelable, le respect de l'eau et le respect des règles sociales. Donc ça, on renouvelle cette certification Cradle to Cradle. Je pense que c'est tous les ans ou tous les 2 ans. Maintenant, on va regarder chaque panneau. Donc, le panneau dont Édouard nous a parlé sur le projet du collège Samuel Paty de tout à l'heure, bah, c'est ce panneau Tectiva que l'on a là. Donc, on a ici une surface qui est légèrement brossée, de fine de sablage. Chaque panneau est unique, hein. On a un aspect de moirage à travers le panneau qui peut donner un effet parfois d'avoir quelques nuances de teinte entre des panneaux. C'est vraiment la caractéristique de ce produit-là qui va donner à une façade de la vibration, hein. On a des lignes de sablage, mais ils peuvent être posés verticalement, les lignes de sablage, ou horizontalement, indépendamment. On a affaire à des panneaux qui font 8 mm d'épaisseur. Donc voilà la profondeur de gamme que nous avons au niveau des coloris. On va aller sur un deuxième panneau qui est un panneau que l'on appelle le Natura Pro. Alors le Natura, lui, contrairement au panneau que l'on a vu avant, et il a une finition, lui, lasurée. Il a une lasure de surface. Donc on va retrouver un panneau qui est teinté dans la masse, c'est-à-dire sur toute sa profondeur, mais qui va avoir un revêtement lasuré. Dessus, ce revêtement lasuré, bah, du coup, permet de voir la profondeur du produit, hein. Je rappelle la différence entre une lasure et une peinture. La lasure est transparente et la peinture, elle est opaque, donc ça permet de voir une profondeur dans la masse. Toujours un panneau de 8 mm d'épaisseur, voilà, et des bords bruts ou des lignées équerrées en fonction de la commande que l'on a. Sur ce panneau-là, on a aussi la possibilité d'avoir des couleurs sur mesure à partir de 200 mètres carrés. Alors voilà, ça c'est bon. Là, j'ai juste fait. Merci. Voilà. C'est parti. Donc voilà la profondeur de gamme que nous avons, hein, 27 teintes minérales qui sont au catalogue.
Ensuite, nous avons le Linéa, donc c'est le cousin, un grand cousin du Tectiva, c'est-à-dire qu'on a exactement la même caractéristique en termes de fabrication, sauf que là, on va avoir des lignes, une surface qui est rainurée en surface, mais que l'on peut poser horizontalement, verticalement ou en biais, ce qui permet de donner ce jeu d'ombre et de lumière que l'on a vu juste avant. Je reviens sur ma slide d'avant juste pour vous montrer en fait qu'ici on a le même coloris de panneau, mais comme il prend la lumière de façon différente, du coup, eh bien on a un rendu de façade qui est totalement différent. Donc c'est ici, alors on a en creux d'onde ici, on va avoir 8 mm et là en sommet d'onde on aura 10 mm et on viendra toujours fixer sur les 8 mm au plus creux. D'accord. Donc voici la profondeur de gamme que nous avons en termes de coloris. Et juste ici en bas, vous voyez que c'est le même panneau avec le même coloris qui est pris, qui prend la lumière de façon différente en fonction de la, de la clarté du jour et de l'orientation du soleil. Donc on peut jouer sur énormément de nuances avec ce panneau-là. Le Lunara, alors pareil, toujours dans cette gamme des panneaux Tectiva, Linea, le Lunara, lui, il est avec une finition martelée en surface, hein, d'où son nom, la Lune. Il peut se poser également horizontalement, verticalement ou mouillé. Chaque panneau est unique. On est toujours dans cette notion de façade dynamique où on peut avoir des effets d'ombre sur la façade. Là, on a une épaisseur unique de 10 mm. Mais comme il est martelé, on peut aussi aller jusqu'à des profondeurs de creux au maximum qui vont jusqu'à 8 mm. D'accord. Donc on va retrouver deux coloris, le LT20 ou le LT60, qui sont, je vous le disais tout à l'heure, des cousins du TE20 ou du TE60, la gamme Tectiva que nous avons vue tout à l'heure. Si on continue dans la palette des panneaux Equiton, on revient sur un panneau avec un revêtement de surface qui est le Pictura, où là, on va avoir un panneau qui va être revêtu avec une peinture, contrairement à tout à l'heure le Natura qui était revêtu avec une lasure. Là, on a une palette de 20 coloris, on a 2 couches de coloration acrylique durcie par UV, d'accord. Et on a aussi dessus, sur ce panneau-là, un revêtement anti-graffiti. Donc là, on a quelque chose qui est avec une profondeur de gamme de 20 teintes, mais quelque chose qui est extrêmement mat, hein, c'est ce que l'on recherche à travers ce matériau-là, mais coloré. Et puis, on va avoir le dernier de la gamme, qui est le Textura. Donc là, on se retrouve avec des couleurs, avec une finition en surface qui va être grainée, hein, que l'on appelle grainée, qui va donner un effet de matière au produit. Toujours une coloration acrylique en surface durcie par UV, disponible en 8 mm. Mais là, on va avoir des couleurs qui vont être un peu plus flashy, qui vont être beaucoup moins mat que le Pictura. Donc là, voilà, vous allez retrouver ici, à travers cette palette-là, bien sûr, l'ensemble de la gamme des produits. Maintenant, comment c'est fabriqué tout ça? Alors, je vous propose un petit film pour suivre ça que je vais animer au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo. Donc, on va rentrer dans un premier temps dans cette usine de fabrication et puis on va regarder de voir comment c'est produit tout ça. Alors, dans un premier temps, on va mettre les différentes matières premières que l'on a vues, on va mettre l'eau et on va mettre tout ça dans un mélangeur. Et vous voyez qu'il y a ici un mixeur. L'idée, c'est d'éclater les fibres au maximum et de faire une cohésion des fibres avec le ciment. On va mettre ensuite tout ça dans des bacs. Ces bacs-là sont équipés de tamis, là on le voit ici, d'accord, qui va récupérer en fait de la matière et qui va venir coller cette matière-là ici sur ce feutre sans fin. Et le feutre sans fin va venir enrouler la matière autour de ce cylindre de format. Une fois qu'on a atteint l'épaisseur souhaitée, c'est-à-dire que c'est le nombre de tours qui va avoir lieu, eh bien la pâte fraîche, puisque le ciment n'a pas encore fait sa maturation, la pâte fraîche est ensuite découpée, d'accord. Et ici, on va venir couper pour avoir notre panneau au format voulu. On dispose ensuite de ces panneaux sur des intercalaires, et ces intercalaires vont venir être pressés ici pour évacuer l'excédent d'eau, mais aussi donner aux panneaux ce qu'on appelle une densité supérieure, puisqu'on a affaire à ce qu'on appelle des panneaux haute densité. Une fois que ça c'est fait, eh bien, les panneaux sont de nouveau dépilés, sont remis sur des intercalaires, et on va
là, les panneaux sont encore frais et on va accéder à ce qu'on appelle leur cycle de maturation. On a deux types de maturation. Le Tectiva Linea Lunara, qui lui ne comporte pas de fibre de PVA, est un procédé du coup dit autoclave. Ça évite d'avoir un revêtement de surface, mais il n'y a pas de PVA puisque le PVA, lui, ne supporte pas la chaleur. Donc, comme on a un procédé autoclave, pas besoin de revêtement. Ici, sur la gamme Natura, Pictura et Textura, on est sur un mûrissement naturel du ciment de 21 jours, d'accord? Et c'est une fois que ce mûrissement naturel est terminé qu'on peut envisager la phase de traitement de la surface, d'accord? Donc là, les panneaux sont de nouveau dépilés, indépendamment de la gamme que nous avons vue avant. Si on prend la gamme des Tectiva Linea et Lunara, le premier, le Tectiva, il est poncé en surface, il est brossé et il y a un hydrofuge de surface qui est appliqué. Le Linea, quant à lui, est d'abord traité par une phase de ponçage. On est sur une phase de brossage puis de rainurage. Et tout ça, ça se termine par une pulvérisation d'un hydrofuge qui termine le traitement. Et puis enfin, le Lunara, dernier de la gamme, lui, il est martelé en surface, il est ensuite brossé et pareil, un hydrofuge est appliqué en surface. Donc ça, c'était pour les panneaux de la gamme Tectiva Linea Lunara. Maintenant, si on est sur le Natura, lui, il y a une lasure de surface qui est appliquée sur un rideau de lasure. Et pour le Pictura et le Textura, pareil, on est sur un rideau de peinture, mais là, on est sur de la peinture, pas de la lasure. D'accord? À savoir que, un petit focus là-dessus, le Pictura et le Natura, les deux ont un revêtement anti-graffiti qui est appliqué dessus. Je fais juste un petit focus là-dessus. Le revêtement anti-graffiti, hein, ça permet juste d'éviter aux produits de rentrer dans la matière. Une fois que les produits sont contrôlés, eh bien, ils arrivent chez nos clients pour être usinés et puis pour être posés sur chantier. Donc voilà la petite présentation de notre gamme Equiton. OK? Donc, je continue. Ensuite, on va regarder maintenant les avantages de la mise en œuvre. Alors, on a noté sur multi-réseau, mais on va regarder déjà le réseau simple lorsque nous sommes sur une construction ossature bois. Comment ça fonctionne cette histoire? Sur construction ossature bois, donc vous allez avoir ici la cobe qui est là et dessus votre panneau de contreventement. Sur ce panneau de contreventement, on va mettre un pare-pluie, d'accord, puisque dans le cadre du DTU 31.2, le pare-pluie est obligatoire pour assurer l'étanchéité à l'eau de la paroi. Et puis dessus, on va mettre un réseau vertical d'ossature. Ce réseau vertical, du coup, quand on est en simple réseau, eh bien, du coup, il va être au droit des ossatures porteuses de votre construction ossature bois. Dessus, on va venir mettre une bande EPDM qui va assurer l'étanchéité. Et puis, alors juste avant d'aller plus loin, on s'assurera bien sûr que l'épaisseur de nos tasseaux, ici, que l'on va mettre sur votre panneau de contreventement et au droit des ossatures porteuses, l'épaisseur minimale sera de 40 mm. D'accord? On s'aperçoit aussi, là, vous le voyez à l'écran, qu'on a deux largeurs de tasseaux. Hein. Les largeurs de tasseaux, et on va y venir juste après, de 80 mm, mais aussi des largeurs de tasseaux qui font 50 mm aux appuis intermédiaires des panneaux. Vous allez comprendre pourquoi, en tout cas je l'espère, à suivre. On voit ici que les panneaux qui sont mis en œuvre sont bien sûr sur les ossatures que j'ai rajoutées ici. D'accord? Les joints verticaux sont toujours fermés sur une ossature verticale. C'est toujours comme ça. Donc, quand j'ai une jonction d'ossature, j'ai besoin d'avoir un tasseau derrière qui soit un petit peu plus large pour avoir une surface d'appui suffisante, mais aussi une surface de fixation suffisante. En appui intermédiaire de mes panneaux, je n'ai pas besoin d'avoir autant de largeur d'appui. Une surface de 50 mm est suffisante. On le verra aussi tout à l'heure, quand on parle de joints ouverts ou de joints fermés, on parle bien des joints horizontaux de mes panneaux. D'accord? Les joints verticaux, ils sont toujours posés au droit d'une ossature. Je fais juste un focus là-dessus sur le simple réseau, le réseau simple. Le réseau simple, du coup, ne vous permet pas d'avoir une liberté, en tout cas, de calpinage des panneaux, puisque vous êtes contraint par vos montants d'ossature, ici, de la paroi porteuse, puisqu'ils sont au droit.
la possibilité, si vous voulez, une liberté architecturale sur les panneaux, c'est d'intégrer directement un double réseau. Donc le double réseau, comment ça fonctionne? On a toujours notre construction ossature bois. Dessus, par contre, on va venir mettre des lisses horizontales. D'accord? Ces lisses horizontales, elles auront une largeur ici de 45 millimètres. Par contre, elles peuvent avoir une profondeur qui va de 45 à 145. D'accord? Alors ça, c'est aussi une liberté que vous pouvez avoir parce que en allant jusqu'à 145 de profondeur, eh bien du coup, vous pouvez ajouter un isolant entre les deux. D'accord? Et une fois que vous avez mis ou non un isolant, hein, c'est une possibilité, vous mettez du coup votre pare-pluie, vous vous retrouvez dans la même configuration que le simple réseau, à une vraie différence cependant, c'est que vous pouvez bouger latéralement vos ossatures pour avoir une liberté de calpinage telle que vous le souhaitez, sans avoir comme contrainte la fixation au droit des montants d'ossature de la construction ossature bois. C'est tout l'avantage de mettre en place du double réseau. On va mettre en place une bande EPDM, toujours mes largeurs de chevron minimales aux jonctions verticales de 2 panneaux et mes largeurs minimales de 50 mm aux appuis intermédiaires. D'accord? Et puis après, je viens mettre mes panneaux dessus. En fait, le double réseau vous permet 2 choses. La première, c'est d'augmenter, si toutefois vous en aviez besoin, votre isolation thermique par l'extérieur et également d'avoir cette liberté architecturale du choix du calpinage que vous faites. Donc ça, c'est aussi l'avantage du double réseau. Je rappelle une chose sur la bande EPDM et notamment la nécessité, cette bande EPDM, de la mettre sur l'intégralité des chevrons. D'accord? En fait, cette bande EPDM, elle a plusieurs fonctions. Sa fonction première, c'est bien sûr d'assurer la protection du bois ici, notamment à chaque fois qu'on a un joint vertical. Sa deuxième fonction, c'est au niveau du passage des vis. Cette bande EPDM, elle va faire un joint d'étanchéité autour de la vis qui va venir fixer le panneau et du coup éviter que l'eau soit drainée sur la vis vers le bois, vers mon tasseau ici. Et puis elle a une autre fonction, c'est qu'elle évite le contact direct de mon panneau fibre-ciment avec le bois et notamment d'avoir dans le temps un effet de transfert, de traitement du bois à travers le panneau. Donc elle a aussi cette approche de protection entre les deux. Donc cette bande EPDM, je dis ça, j'insiste un peu sur ce point-là parce que c'est quelque chose que l'on voit généralement, mais qui est mis simplement là où on la voit. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un joint vertical, on va mettre une bande EPDM, mais elle doit être mise vraiment partout lorsque l'on fait des panneaux de la gamme Equiton. Avançons maintenant sur les essentiels de la mise en œuvre, sur le panneau, comment est-ce qu'il se met? Alors, dans notre configuration, nous, on est sous avis technique de transition. On est sur le système que l'on appelle Univis. Alors, système Univis, c'est relativement simple. En fait, on a essayé de faciliter au mieux la mise en œuvre sur chantier. Pour ceux qui ont l'habitude de poser des grands panneaux de façade, souvent on est avec des points fixes et des points coulissants. D'accord? Nos panneaux de la gamme Equiton ont une variation dimensionnelle qui est relativement faible et cette variation dimensionnelle, elle est liée notamment à l'hygrométrie. C'est-à-dire que nos panneaux vont avoir une variation dimensionnelle qui va être liée à l'hygrométrie, donc en l'occurrence très peu, d'accord? Et puis la structure porteuse qui, elle, est en bois, a peu de variation dimensionnelle. Donc malgré tout, on va assurer une mouvance des panneaux sur notre ossature avec un diamètre de forage des trous dans le panneau à 7 mm et on va mettre une vis qui va avoir un diamètre ici de 4,2 mm. C'est la combinaison de ces deux aspects-là qui va permettre au panneau d'avoir cette variation dimensionnelle ou d'avoir cette mouvance, en tout cas, sur ma façade. Alors, bien sûr, on s'assurera que l'on met les vis dans l'axe du trou de 7 mm. Il ne s'agit pas de le mettre ici parce que là, du coup, on annule toute la mouvance du panneau et on utilisera des vis, du coup, autoforeuses, même lorsque l'on est en ossature bois. Ça permet de s'affranchir de l'effet de fil de bois qui pourrait décaler la vis. Un petit complément pour les plaques Equiton Pictura et Natura Pro qui sont revêtues d'un film anti-graffiti. On va mettre ce petit manchon ici, là, qui va venir dans le trou de 7 mm. On a un diamètre de 7 mm et qui va éviter à la tête de vis ici d'appliquer
d'appuyer sur mon panneau et de fragiliser ce revêtement anti-graffiti. Voilà, c'est juste un petit manchon que l'on met pour assurer la longévité, en tout cas, du revêtement anti-graffiti. Chose aussi importante, et ça c'est pour tout type de panneau, hein, c'est ce qu'on appelle la pince, c'est-à-dire l'écartement qu'il y a par rapport au bord vertical, 20 mm, et par rapport au bord horizontal du panneau. Donc vous voyez, on est soit en joint ouvert, soit en joint fermé. Je vous explique ce qu'est la différence entre les deux juste après, d'accord? Et plus on va, si on est en joint fermé, c'est 70 mm, en joint ouvert, pardon, 70 mm. Si on est en joint fermé, on est à 100 mm. La largeur ici, par rapport au bord du panneau, c'est 20 mm. Ça paraît anodin ce que je vous dis, mais ça impacte véritablement la résistance mécanique du panneau, hein. Vous comprenez bien que plus vous allez mettre votre fixation au bord, plus vous allez occasionner de la fragilité sur l'angle du panneau. Juste pour rappeler ici, le bon chevron, à partir du moment où j'ai un joint vertical, il fera 80 mm. Et notamment, enfin, si vous avez cette habitude de calcul, hein, on doit avoir, quand on met de la vis, au minimum par rapport au bord du chevron ici, hein, c'est 3 fois le diamètre de la vis que vous devez avoir. Donc si vous mettez un chevron, enfin un tasseau en tout cas qui fait moins de 80 mm, et si vous combinez 6 à 8 mm plus 20 mm plus 20 mm, vous avez généralement pas assez de matière en dessous de 80 mm pour mettre votre vis et avoir cette largeur, cette convention qui dit qu'il nous faut 3 fois le diamètre de la vis. Okay, j'espère avoir été clair. Ici, on a un autre système qui s'appelle le système TergoDesign, d'accord? Ce système-là est en fait en fixation invisible. Et là, en l'occurrence, comme vous le voyez ici, on va mettre des rails horizontaux. En gros, on va travailler aussi en double réseau inversé. Là, il n'y a pas besoin de mettre un réseau horizontal, mais on va travailler en double réseau inversé et on va mettre sur nos ossatures verticales un rail ici continu sur lequel on va venir agrafer des agrafes comme celle-ci. Donc là, on est sur un calpinage très particulier, d'accord, puisque ce calpinage va nous obliger, en amont bien sûr de la livraison des panneaux, de faire un perçage sur la face arrière du panneau, ce qui va nous permettre de mettre les rivets ici, et on va venir mettre ces rivets au dos des panneaux, et les panneaux vont être ainsi agrafés sur la façade. C'est-à-dire que là, on va être en fixation qui est totalement invisible. On n'a pas de vis que l'on va voir sur la surface du panneau. Donc là, on est sur le système TergoDesign. Donc on se rappelle de deux possibilités, soit la fixation visible que l'on évoquait juste avant ici avec le système Univis, ou soit la fixation TergoDesign ici en fixation invisible. Maintenant, la réglementation sur je vais trop vite, pardon, sur nos panneaux. On va regarder déjà, on va se faire un petit rappel sur l'étanchéité de la paroi, sur les règles NV65 modifiées. Hein, déjà, on va regarder dans quelle zone de vent je me situe. Je rappelle une chose, c'est que lorsque l'on fait de la paroi verticale, notamment par rapport à la tenue des panneaux, on va travailler avec les zones de vent. Hein, la zone la plus exposée en France métropolitaine, ici, c'est l'est de la Corse, on va se situer en zone 4. Après, on va regarder une deuxième chose, lorsque l'on fait de la construction bois, on va regarder notamment par rapport au DTU 20.1, la partie 3. Alors, le DTU 20.1, c'est la maçonnerie de petits éléments qui détermine la situation du bâtiment. D'accord? Lorsque vous êtes en situation A, vous êtes dans des constructions situées à l'intérieur des grands centres urbains, où la moitié au moins des bâtiments ont plus de 4 niveaux. En situation B, vous êtes en construction située dans les petites et moyennes villes ou la périphérie des grands centres urbains. En situation C, construction isolée en race campagne. Situation D, construction située dans les zones particulièrement exposées, comme les zones littorales non abritées. Donc on voit bien que plus la lettre augmente, en fait, situation A, je suis plutôt abrité, situation D, je suis plutôt exposé. Donc c'est ce qui va influer sur la mise en œuvre de mon bardage. Allez, j'y viens ici. On a deux types de poses. On va commencer par celle qui est à joint ouvert. Je rappelle par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les joints verticaux de mes parements, ici, sont toujours au droit d'une ossature. Donc, de fait, ils sont toujours fermés. Lorsqu'on parle d'une pose à joint ouvert, on parle des joints horizontaux. Et mes joints horizontaux, ici, la largeur que j'ai d'un joint, c'est comme pour un joint vertical, ça n'excède
jamais en fait l'épaisseur du panneau. Mes panneaux, vous l'avez compris, font 8 mm, c'est-à-dire que mon joint n'excédera jamais 8 mm, il sera entre 6 et 8 mm. Donc là, je suis à joint ouvert. En l'occurrence, si je suis à joint ouvert, je vais être limité à 10 mètres maximum de ma façade en zone devant 1, 2 et 3 si je suis en situation A, B et C. D'accord? Si je suis en zone devant 4 ou situation D, du coup, je vais être limité à 6 mètres. D'accord? Ça veut dire que maximum joint ouvert, c'est 10 mètres. Je ne peux pas aller au-dessus. Je rappelle que la pointe de pignon est toujours prise en supplément. Hein. On prend toujours la façade principale. La pointe de pignon vient toujours en supplément. Maintenant, si je suis sur le joint fermé, il y a deux possibilités de fermer les joints horizontaux. Soit on a ce petit profilet-là qui va venir ici, qui est un profilet métallique, ou soit ce petit joint H, qu'on appelle aussi le joint chaise, qui viendra ici, qui est beaucoup moins élégant, parce qu'effectivement, du coup, il vient recouvrir ici, mais lui assure l'étanchéité totale, lui aussi assure l'étanchéité, mais il est beaucoup plus discret. Il vient ici. Juste une petite chose, quand on fait du joint fermé, on le voit souvent sur les chantiers, les gens tentent de la bande EPDM ici. Ça n'a pas de sens de tendre de la bande EPDM en horizontale. La bande EPDM n'a d'intérêt que si elle est portée par une ossature. Et du coup, on ne la porte pas par une ossature entre deux ossatures verticales, parce que la bande, enfin, si vous mettez de la bande EPDM de façon horizontale, du coup, elle va bouger derrière et elle va contraindre la ventilation de la lame d'air. Donc, pas de bande EPDM, que des profilés, qu'ils soient des profilés rigides. D'accord? Dans cette configuration-là, quand je ferme mes joints horizontalement, je peux monter dans cette configuration-là, zone devant 1, 2 ou 3 ou situation ABC, jusqu'à 18 mètres. D'accord? Et en zone 4, je peux aller jusqu'à 10 mètres au niveau de ma façade. Vous voyez que quand je ferme les joints horizontaux, je peux aller jusqu'à 18 mètres. D'accord? Je rappelle ici que la pointe de pignon est toujours comptée en plus. D'accord? Il y a une solution, il y a une membrane d'étanchéité sous avis technique d'Orken Delta Façade 20 qui permet, lorsque je ferme mes joints, d'accord, et que j'ai une membrane d'étanchéité qui vient se positionner derrière, non pas derrière le parement ici, et je vais y revenir tout à l'heure, mais derrière mon ossature porteuse, là, je peux aller jusqu'à 28 mètres de haut avec des joints fermés. Donc ça, c'est la réglementation sur l'étanchéité de la paroi. Si on va maintenant sur la ventilation de la lame d'air. Quand je fais de la façade ventilée, je parle de façade ventilée avec une ventilation de la lame d'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une lame d'air, elle est automatiquement ventilée en entrée et en sortie. On parle d'une ventilation dynamique, d'accord? Ça veut dire que ça doit rentrer en bas et sortir en haut. C'est-à-dire que systématiquement, sur l'épaisseur de mon tasseau vertical, je dois avoir un effet cheminée qui va venir ventiler ma lame d'air. Tout à l'heure, Édouard le disait, on a le pare-pluie qui est contre le panneau de contreventement, d'accord, et ma bande de PDM qui est sur mon ossature porteuse. Et entre les deux, je dois avoir un vide continu au minimum de 20 mm qui me permet d'assurer la ventilation dynamique de mon bardage. Le pare-pluie doit être recoupé tous les 6 mètres pour évacuer les eaux de ruissellement vers l'extérieur. C'est-à-dire que systématiquement, tous les 6 mètres, en gros tous les deux niveaux, je vais devoir ici avoir un petit déflecteur comme ça, sur lequel mon pare-pluie va venir ruisseler sur d'éventuels ruissellements d'eau qui vont être évacués ici au niveau de mon déflecteur. Ça, c'est tous les 6 mètres. Lorsque j'ai des contraintes qui sont liées au sismique, eh bien du coup, je vais devoir aussi en complément et tous les niveaux ne pas ponter mon ossature. C'est-à-dire que mon ossature ici, elle devra être rompue avec un passage, enfin avec une séparation de 10 mm entre mes deux bois d'ossature verticaux. Et bien sûr, je vais être contraint de mettre aussi mon calpinage avec cette rupture au niveau de chaque plancher. Et puis, le dernier point, parce que ce n'est pas des moindres, hein, c'est sur l'aspect incendie. Dans le cas où l'IT 249, l'instruction 249 est technique, je rappelle, l'IT 249, c'est la règle du C+D, la notion de masse combustible mobilisable des matériaux qui sont mis en œuvre. On va devoir même
ce même déflecteur en tôle de 15 dixièmes, mais là, du coup, en l'occurrence, on le mettra tous les niveaux. D'accord. Tout à l'heure, pour ma ventilation, si j'avais pas de contraintes liées au feu, je pouvais le mettre tous les 2 niveaux. Et là, du coup, je vais le mettre tous les niveaux. Donc, vous voyez bien que quand je rassemble les différentes approches, c'est-à-dire le drainage de l'eau, la partie ventilation, la partie sismique et la partie incendie, je peux me retrouver assez facilement à avoir des déflecteurs qui soient obligatoires tous les niveaux. Dernier point, la fable, je le disais en préambule sur les panneaux Equiton, on a une faible masse combustible. Du coup, ça nous permet de ne pas avoir un déport du déflecteur qui soit supérieur à 20 mm dans bien des cas. Avec d'autres matériaux, malheureusement, on est obligé d'augmenter cet écartement du déflecteur qui n'est pas forcément très, très esthétique. Ici, 2 QR codes que je vous mets. Les premiers contacts que vous avez, bien sûr, ce sont vos contacts régionaux. Quand vous scannez le QR code ici, vous les avez. Ce sont vos premiers interlocuteurs. Ce sont chez nous les chargés d'affaires qui sont liés à la prescription que vous allez trouver à travers ces contacts-là. Et puis, toutes nos documentations, vous allez les retrouver à travers ce QR code-là sur notre site Equiton, où vous allez pouvoir télécharger toutes les documentations que vous souhaitez. Ah bah, ça Voilà. tombe bien. Merci Jean-Luc, parce que justement, j'ai une petite question qui arrive sur les fiches FDES. Oui. Est-ce que, voilà, vous avez des fiches FDES, où peut-on les retrouver, Alors, il y a ces 2 fiches endroits FDES? où on peut les retrouver. C'est bien sûr sur le site de l'IGNES, hein, du CSTB. Là-dessus, vous allez retrouver toutes les fiches FDES de l'ensemble de ceux qui en ont, en tout cas. Et puis, bien sûr, sur notre site. Sur notre site, vous allez retrouver toutes les fiches SDEF qui sont FDES, pardon, qui sont disponibles. Je rappelle, fiche FDES, fiche de données environnementales et sanitaires, me semble-t-il. Voilà. Très bien, merci Jean-Luc. Une, question à nouveau qui arrive. Alors je vais un petit peu vite parce qu'on arrive à, Oui, j'ai été bavard, c'est ça, déjà hein? voilà, on dépasse un petit peu, mais c'est fort intéressant, donc on va continuer ensemble encore 5 minutes. Est-ce qu'on peut poser donc avec les panneaux fibrociment des isolants biosourcés? Il y a pas Oui. de Non, il n'y a voilà, aucun sujet là-dessus. En fait, contre-indication, hein. là, J'y réponds, mais je pense qu'il y a voilà, ouais, ouais. aucune contre-indication. Peut-on poser les panneaux équitones en surcouverture afin Alors, d'avoir un aspect identique aux façades? On va traiter la 5e façade. ouais, pour Est-ce traiter que la c'est cinquième façade, possible? c'est vraiment dans des configurations très, très particulières. Là-dessus, à chaque fois qu'il y a un projet comme celui-là, premier interlocuteur, c'est votre chargé d'affaires en prescription, d'accord, qui va lui se rapprocher du service technique pour regarder si une étude, c'est obligatoirement une étude particulière qui sera mise en œuvre pour ça. Il y a déjà eu des expériences de fait dans le domaine sur lequel effectivement, mais ça s'accompagne techniquement obligatoirement. D'accord, donc vous êtes là de toute façon pour accompagner les architectes et Obligatoire, les concepteurs et les bureaux d'études. tout à fait. Petite question également qui nous arrive sur l'aspect, parce que vous parliez de finition, l'azur, peinture. À terme, faut-il prévoir un entretien, une remise en finition, en effet, des panneaux équitones? Il y a pas de remise en finition qui soit prévue, hein. Les panneaux sont garantis 10 ans, hein, sur leur finition, mais je me méfie toujours de ce terme d'entretien. Un entretien, ouais, c'est une façade, ça s'entretient et il est parfois en fonction de l'exposition de la façade, nécessaire, bah oui, de la nettoyer de temps en temps, d'y apporter du soin, mais il y a pas de lasure ou de peinture à réappliquer dans le temps, si c'est votre D'accord. question. Ouais, merci. Et une autre question, en effet, qui concerne les coupes des panneaux. Faut-il les traiter lors de la pose? Alors, uniquement sur Bonne le Natura question. Pro, il y a juste le Natura Pro qui demande un traitement. Je fais juste, rapide pour dire pourquoi il faut un traitement. Bah, tout simplement parce qu'on a une lasure de surface. Je le disais tout à l'heure, la lasure, elle est transparente et comme on peut avoir sur les côtés une migration de l'eau, et bien, du coup, comme la lasure est transparente, avec cet effet de migration de l'eau, on risque d'avoir un effet de moustache. C'est pour ça qu'on traite les champs après découpe exclusivement sur le Natura Pro. D'accord, merci Jean-Luc. Encore une question, quelle est la dimension maximale d'un panneau et un Alors ordre de prix? Voilà, je Alors, crois que ordre de c'est prix, et je toujours, suis désolé, je ne sais pas répondre à ça sur un ordre de prix, mais sur les dimensions, ça va un peu mieux. On va avoir des grands formats qui vont être sur du 3 mètres de longueur par 1 mètre 22 de large.
d'accord? En sachant que tous les panneaux doivent être redécoupés. Mais on est sur du 3,05 m, 1,22 m, ça dépend du type de panneau. Il y a 2 formats pour D'accord, optimiser OK. la découpe. Voilà et puis il y a une dernière question, si on peut y répondre, encore, pour la dernière question. Possibilité de mettre les panneaux sur FOB, donc le DTU 31.4. C'est en cours. On y travaille justement pour avoir cette certification, certification sur FOB. Ça fait partie des projets qui sont en cours et bien sûr, on vous informera dès que tout ça se sera sorti. Ça teste, ça teste. Ça teste, ça teste. Justement, c'est ça qui est très bien. Et pourquoi les panneaux doivent-ils être découpés? Ah bah, tout Moi, simplement c'est une parce que question alors, de si vous les commandez, en finition délignée et carrée, il n'y a pas besoin de les redécouper, à partir du moment, bien sûr, où votre calpinage correspond au format des panneaux. Si vous avez, si je prends la photo, par exemple, qu'il y a à l'écran, vous comprenez bien qu'on n'a pas des panneaux qui soient, découpés de cette taille-là. On a 2 formats, les grands formats 3 mètres par 1,22 m ou 2,50 m par 1,22 m. Il y a 2 formats de panneaux justement pour faire ce qu'on appelle une optimisation de découpe et pour avoir un minimum de chute tel que l'évoquait tout à l'heure Édouard. Il faut les recouper automatiquement. très bien, merci Jean-Luc. Je Merci à crois vous. qu'on arrive à terme donc, de ce webinaire technique. Encore une question qui arrive. Est-ce que vous proposez l'usinage des panneaux? Bon, je crois que vous répondez un petit Oui, tout peu à fait. Et en puis partie. on a aussi des partenaires, qui sont découpeurs à nos côtés et qui savent faire ça, très, très bien aussi. D'accord, OK. Bon, bah, très bien. Merci à tous les 2. Merci beaucoup Jean-Luc Quénaud. Merci encore Édouard Mollard pour, la présentation du collège. J'avais juste une petite slide à la fin en effet, hein, pour, terminer ce webinaire technique. Merci à tous, en effet, de votre participation à ce webinaire technique. Alors bien sûr, vous allez pouvoir retrouver le replay, si vous pouvez, avancer Jean-Luc. Voilà, on va passer directement à la voilà, ici à cette slide, puisqu'en fait ce webinaire technique a été enregistré, donc on fera un article sur façadebois.com où vous allez pouvoir récupérer le replay et également la présentation de nos 2 intervenants. Ce qui donnera une suite et vous pouvez toujours contacter Equitone et l'agence Archipante en effet pour, avoir plus de précisions sur les présentations. Je vous donne rendez-vous sur le prochain salon, pardon Jean-Luc, la suivante. Voilà, donc il sera, comme je vous disais en introduction, le forum bois construction avec un stand façadebois.com, donc Equitone sera présent. Également 3 autres, partenaires, Protac, Logélis et Thundermax et puis également donc, Façade Bois animera un atelier sur les sujets façade bois et biosourcés le jeudi 27 février. Si vous avez besoin d'une invitation, vous pouvez en faire la demande directement, auprès de moi et vous avez les coordonnées sur le site internet, façadebois.com. Merci à tous. Merci à chacun et encore bravo pour, vos 2 interventions. Voilà, on retrouve, Equitone et certainement Édouard Mollard au Forum Bois Construction. Merci à tous, Merci à bonne journée. tous. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée.